ça que ça se pose pour nous. C'est les Russes vont avancer jusqu'au Dniepr. Vous voyez, c'est autre chose. Et puis ils s'arrêteront, donc il va y avoir un double choc pour l'Occident. D'abord, les Russes ont gagné, et puis ensuite, tout ce qu'on nous annonçait sur les offensives russes en Europe était absurde, puisqu'ils ne vont plus bouger. Donc on va avoir un effet de délégitimation de nos classes dirigeantes en termes de compétences ou d'honnêteté, tout à fait spectaculaire. Non, eux, ils ont voulu, aller s'installer au pied de la Russie, et après, ils pleurent. Je vois pas comment ils peuvent pleurer. Depuis que les Européens ont compris que les États-Unis pouvaient menacer de se désengager de l'Europe, justement, on en parlait à l'instant sur ce plateau, ainsi que les déclarations tonitruantes de Donald Trump le laissent à croire, eh bien, la question d'une défense européenne a été remise au goût du jour, justement. Et dans le cadre du renforcement de l'OTAN, de l'aile est de l'OTAN, du flanc est de l'OTAN, eh bien, l'Allemagne, justement, ce grand pays européen, tente de s'imposer comme leader de cette défense européenne avec l'installation d'ici à 2027 de près de 5000 soldats et civils allemands eh bien en Lituanie. En Lituanie, ce pays de 2,8 millions d'habitants. Alors, un peu comme on peut dire. Et le pays qui est important, le seul pays qui a la capacité industrielle de poser un problème militaire aux Russes, c'est l'Allemagne. Donc si les Américains arrivent à vraiment lancer l'Allemagne dans la guerre, l'Allemagne est l'un des gros contributeurs en termes financiers au budget de l'Ukraine, d'une façon ou d'une autre, mais pas sur des armes militaires offensives. Mais si les Américains arrivent à obtenir que Scholz tombe alors qu'il a été prudent, les Allemands n'ont toujours pas livré de missiles Taurus. Et s'ils arrivent à obtenir qu'un nouveau gouvernement allemand entre de pied plein dans la guerre, alors là, on risque la catastrophe nucléaire. Parce que les Russes ont annoncé... Alors, la politique russe n'est pas de gender fluide. S'ils annoncent qu'ils vont faire quelque chose dans tel ou tel type de situation, ils sont totalement fiables. Faire Eh bien, ils utiliseront des armes nucléaires tactiques. Parce qu'ils n'auraient pas les moyens... Autant les Russes ont les moyens de faire face à l'industrie américaine, qui est devenue... très fragile. Le complexe militaro-industriel américain est devenu incapable de produire des choses insuffisantes. Ils n'ont pas produit les bons types de matériel, etc. Autant l'industrie allemande serait capable de produire ce qu'il faut. Donc là, il y a un vrai enjeu pour les Russes. Et bon, les Russes ont été très patients avec l'Allemagne. Je pense qu'ils sentent ça, ils voient ça. Mais honnêtement, si l'Allemagne s'engageait complètement... Ça serait le cas s'il y avait une victoire de la CDU. C'est une possibilité. Et si l'Allemagne s'engage complètement, compte tenu de ce qu'ont été les rapports historiques entre l'Allemagne et la Russie dans le passé, je rappelle que pour l'Union soviétique, alors pas juste la Russie, mais pour toute l'Union soviétique, mais la Russie était le gros truc, la Deuxième Guerre mondiale, ça a été 25 millions de morts. Et là, je pense que si l'Allemagne s'engage là-dedans, là, les Russes... Alors là, je me tourne vers vous, Général Richaud, bien... 5000 soldats. 5000 soldats, ça ne représente rien par rapport à l'armée russe. Comme on dit 5000 soldats, je pense que c'est une semaine de combat sur le front actuel, en termes de décès. Et... rajoutons autre chose, les 5000 soldats, eux, ils vont les mettre où? En Lituanie. La Lituanie qui a une frontière commune, je pense, avec la Russie. Mais ce sont les premiers à pleurer quand la Russie met des bases militaires en face de ces pays baltes qui ont une frontière commune avec elle et qui sont membres de l'OTAN. Vous voyez ici comment on fait de l'ingénierie sociale. L'OTAN est censé être un truc, une alliance militaire défensive. Ils ont déjà brisé leur pacte qu'ils avaient avec la Russie de ne pas s'étendre vers l'Est, puisqu'ils ont déjà intégré les pays baltes et tout ça. La Finlande, qui est partie rentrer dans l'OTAN et qui est en train de étouffer, parce que la Finlande est loin de l'Europe de l'Ouest, et que les gens de l'Europe de l'Ouest ne vont pas en vacances en Finlande, et que la Finlande vivait de ses interactions économiques avec la Russie,
Ça, on n'en parle pas, mais la Finlande est en train d'asphyxier parce que les Russes ne viennent plus en Finlande. Et là, ça va être pareil pour la Lituanie. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont truqué les élections en Roumanie. Parce qu'en Roumanie, il y a la même chose que ce que l'Allemagne prévoit de faire. Il y a des troupes françaises qui sont là-bas. Et si l'autre candidat qui a perdu les élections passait en Roumanie, ben, les Français auraient été contraints de partir de là-bas. Les Français et les Européens. C'est pour ça qu'ils ont truqué les élections en Roumanie. Et là, ils vont essayer de faire pareil. L'Allemagne veut copier la France, veut mettre des soldats en face des unités russes. Sauf que c'est qu'ils n'avaient pas prévu. Ils pensaient que dans cet endroit-là où la Russie, avant, n'avait pas jugé nécessaire de mettre des troupes militaires, et bien maintenant, la Russie a mis des troupes militaires. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent pouvoir faire, mais ces unités-là qu'ils amassent en face de la Russie, le jour où il y aura confrontation directe, seront les premiers à être visés, seront les premières victimes de la Russie. Bien sûr, puisque vous avez été stationné en Allemagne. Oui. Bon, est-ce que c'est un projet ambitieux de la Bundeswehr, là? Qu'est-ce qui se passe? C'est complètement nouveau. Est-ce que c'est dû à ce nouveau chancelier? Non, puisque c'était prévu auparavant. D'abord, c'était prévu, et puis, grosso modo, depuis le début de la guerre d'Ukraine, il y a à peu près l'équivalent d'un bataillon, c'est-à-dire à peu près 500 personnes en Lituanie en permanence. Oui, mais là, c'est beaucoup plus. Alors, c'est beaucoup plus, mais à quoi ça correspond? Surtout les pays de la frange Est, l'OTAN a déployé un bataillon, c'est-à-dire les pays baltes, Lettonie, Lituanie, Estonie, la Pologne, Bulgarie, Roumanie, etc. L'OTAN, on a l'OTAN, d'accord. Et ce bataillon normalement doit pouvoir être transformé au niveau brigade dans le cadre de la réassurance, donc sur le flanc Est. C'est-à-dire devenir encore plus de passer de 500 à 5000, voilà, donc, grosso modo. 500. Mais là, c'est 5000 qu'ils ont envoyé. C'est exactement ça. C'est-à-dire que en Lituanie, pour la première fois, eh bien, le bataillon de réassurance, c'est-à-dire ce bataillon qui dit, finalement, si les Russes attaquent, ils seront obligés de nous passer sur le corps, mais c'est symbolique. Eh bien, pour la première fois, l'Allemagne aligne la brigade complète telle qu'elle est prévue dans les plans de l'OTAN, mais de manière permanente. C'est-à-dire que ça vient d'une brigade qui va être stationnée, et c'est la deuxième fois qu'il y a des forces permanentes stationnées. Enfin, c'est la première fois. À l'extérieur. La première fois que l'Allemagne envoie une brigade complète à l'étranger. À l'extérieur. Il y a un bataillon à Strasbourg, on le sait pas trop. Oui. C'est la brigade franco-allemande, il est stationné. Ça, c'est pas pareil. Voilà. C'est pas pareil, mais c'est la deuxième fois maintenant qu'il y a des forces qui vont être stationnées. On va aller dans les détails, mais justement, le chancelier Merz était à Vilnius il y a quelques jours pour célébrer cela, et il a fait une déclaration. Et ici, il faut prendre en compte. Regardez ce que ces gens-là font. Imaginez la Russie qui installerait des soldats proches des frontières européennes. Est-ce que eux apprécieraient cela? Je vous rappelle qu'avant l'Ukraine, la Russie n'avait pas de base militaire à côté de ces frontières-là. Et laissait vivre ces États baltes, la Finlande et tout ça librement. Aucun problème. Mais aujourd'hui, c'est eux qui viennent là, mais ils pensent que les Russes ne doivent pas se préparer. Et maintenant, la question, c'est pourquoi ils viennent là, au plus près de leur ennemi. Pourquoi viennent-ils là? Il a parlé en même temps que le président lituanien. Accueillir des troupes étrangères sur son propre sol n'est pas une évidence, surtout ici, en Lituanie. Pour nous aussi, et pour la Bundeswehr en particulier, cette journée marque le début d'une nouvelle ère. Ensemble, nous veillerons à ce que les peuples lituaniens et allemands ne soient jamais confrontés à l'épreuve ultime, celle de la guerre. Que l'amitié la plus sincère et la plus fructueuse unisse la Lituanie et l'Allemagne pour les siècles à venir. Gallagher Fenwick, 4... Alors ça, il faut le comprendre d'une autre manière. Cette décision met en danger les Lituaniens, mais aussi les rassure. Parce que la Lituanie, l'Estonie, tous ces pays baltes-là, comparés à la Russie, ce sont des petits détails. Ils n'ont ni suffisamment d'hommes, ni suffisamment de budget, ni suffisamment d'armées ou d'armes pour s'opposer à la Russie. Et donc, avoir des unités
de pays industrialisés, mieux armés que eux, au sein de leur pays, leur permet d'avoir un sentiment de sécurité. Vous comprenez bien que si ça tourne mal, si la Russie a fait les dégâts qu'elle a fait en Ukraine avec 150 000 personnes contre une armée qui était estimée à 700 000 personnes, ce ne sont pas les 5 000 Allemands qu'on va mettre en Lituanie qui vont faire quelque chose contre l'armée russe. C'est juste de l'illusion. Mais ça leur donne un sentiment de sécurité parce qu'ils savent qu'ils sont démunis contre la volonté russe. Voilà pourquoi ils acceptent que les Allemands viennent s'installer là. Les Allemands s'installent là parce qu'ils savent que si jamais les choses doivent s'envenimer, ça va leur servir d'alerte en Allemagne. Parce que le temps que les Russes finissent leurs opérations en Lituanie ou dans les pays baltes, eh ben, de l'autre côté, en Europe de l'Ouest, on sera au courant et on pourra commencer à se préparer en conséquence. Donc, ils ne sont pas là pour changer quelque chose à ce qui va être fait si jamais un jour on en arrive là. Ils sont là pour permettre à l'Allemagne plutôt de mieux se préparer à ce qui va être fait. C'est comme ça que vous devez le concevoir. Et c'est en cela que ça ne fait qu'augmenter le danger pour ces pays-là. L'intervention russe en février 2022 a causé le moins de dégâts possible par rapport à ce que l'OTAN fait ou à ce qu'on a fait à la Libye. Les Russes n'ont visé quasiment que des structures militaires, des dépôts d'armée, des choses comme ça. Ils n'ont quasiment rien fait aux civils, aux infrastructures. S'il y a ces gens-là qui sont là, s'il y a ces militaires-là qui sont là, à la moindre résistance, les Russes devront prendre des mesures pour les neutraliser. Ce qui ne fait qu'augmenter le danger pour eux. Moi, je dis ça, je dis rien. Et comme on dit, qui veut la paix prépare la guerre. Peut-être qu'eux préparent la guerre, on verra bien si ça sera utile ou pas. Mais nous savons aussi que ce sont des chimères, parce que par rapport à la vidéo qui est sortie hier ou qui sortira tout à l'heure sur la chaîne principale Hertz Comment, nous savons que les Russes n'ont pas pour ambition d'aller vers l'Europe de l'Ouest. Parce que démographiquement, ils n'auront pas assez d'hommes pour supporter cela. C'est quelque chose qui n'est pas envisagé du côté russe. La question qui est posée pour l'Occident, c'est accepte-t-il ou non sa défaite? C'est comme ça que ça se pose pour nous. Les Russes vont avancer jusqu'au Dniepr, jusqu'à Odessa, et puis ils vont s'arrêter. C'est le scénario. Ah bah oui, bien sûr, oui. Vous voyez, je ne suis pas un agent du Kremlin là. Je donne mes instructions à Poutine. C'est pas dans leur texte. Vous voyez, c'est autre chose. Et puis ils s'arrêteront, donc il va y avoir un double choc pour l'Occident. D'abord, les Russes ont gagné. Et puis ensuite, tout ce qu'on nous annonçait sur les offensives russes en Europe était absurde, puisqu'ils ne vont plus bouger. Donc on va avoir un effet de délégitimation de nos classes dirigeantes en termes de compétences ou d'honnêteté tout à fait spectaculaire. Et c'est quelque chose qui va encore une fois de plus, comme pour tous les mensonges qu'ils ont menti sur la Russie, qui, au moment venu, va démontrer que ces gens-là, Merz, Macron et les gens de l'OTAN, n'étaient que des menteurs. Et c'est aussi pour cela qu'ils veulent absolument empêcher l'Ukraine de négocier la paix avec la Russie. Parce qu'une fois que la paix avec la Russie sera conclue, quand les Russes vont se retourner vers eux pour se consacrer à leur pays et aux relations qu'ils ont nouées avec l'autre partie, la Chine et l'Afrique, et il n'y aura plus de justification à tout l'argent, à tout l'armement, à toutes les choses, à toutes les bêtises qu'ils veulent faire. Ça leur sert d'assurance de maintenir ce conflit pour se réarmer pour des raisons que nous ignorons pour le moment. Moi, je pense que c'est pour ça qu'ils avaient dit. Parce que leur seule manière maintenant de pouvoir encore gagner de l'influence ou faire quelque chose dans l'avenir, c'est d'aller prendre la tête aux gens en Afrique. Et c'est nécessairement pour ça qu'ils veulent de l'armement. Parce que la Russie est en train de leur damer les pieds en Afrique. Et c'est le seul endroit où ils peuvent s'affronter avec la Russie sans avoir des conséquences directes sur leur territoire. Ce qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir
à nos portes, un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs. C'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Ça n'est pas la Chine, la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions durables aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains et leur population. Et donc, ils ont besoin que la guerre soit maintenue avec l'Ukraine le temps qu'ils se réarment, parce que de toute manière, comme l'avait dit l'autre ex-ambassadeur russe en France, même si vous vous réarmez, cet armement n'arrivera que dans 10 ans, et cet armement ne sera pas, ou ne vous mettra pas en mesure de vous opposer à la Russie. Et attention, le réarmement que proposent Macron et les autres dirigeants de l'Europe va ruiner l'Europe. Les armes, vous les aurez au plus tôt dans 10 ans. Et dans 10 ans, la situation va complètement changer. Et même avec des sommes faramineuses qu'on veut payer pour leur armement, l'Europe ne pourra pas faire face à la Russie. Semaine avant le sommet de l'OTAN à La Haye, c'est quand même un symbole fort de fermeté. Le terme que je retiens dans l'allocution du nouveau chancelier Friedrich Merz depuis Vilnius, c'est le Zeitenwende, le changement d'air. Là, oui. On a vraiment une révolution copernicienne. Au passage, franchement, ça n'est pas rien pour des Lituaniens pareillement d'accueillir des Allemands de manière permanente sur leur territoire. Quand on se souvient de ce que les Allemands, en l'occurrence les nazis, de l'histoire, fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est absolument majeur. C'est un message, encore une fois, qui ils ont été accueillis en libérateurs en 1941. Tout à fait. Oui. Ils ont, parce que la Lituanie était occupée, un peu comme l'Ukraine d'ailleurs, et ils ont accueilli les Allemands en libérateurs. Oui, pensant qu'ils allaient les libérer. Voilà, c'est ça. Oui. Vous faites bien de préciser. Oui, en Ukraine, on a des histoires relativement similaires dans certaines parties. Voilà la bêtise, la trahison des élites. On vous dit qu'en 1941, quand les Allemands sont arrivés en Lituanie, on les a accueillis en libérateurs contre les Russes ou contre l'URSS de l'époque. Et les Allemands leur ont fait la misère. Et c'est encore l'URSS qui est venu les libérer. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes encore, ces mêmes élites qui vont, au contraire de la population de leur pays, puisque je suis sûr que si vous consultez les gens qui vivent là-bas, ils vous disent qu'eux, ils ne veulent aucun problème avec la Russie. Comme les Finlandais d'aujourd'hui qui sont en train de crever parce que ce sont les Russes qui, en partie, faisaient vivre le commerce ou le business avec la Finlande. Parce que l'Europe est très loin. C'est encore ces élites qui les trahissent. Donc, comme les premières élites lituaniennes avaient accueilli les Allemands en libérateurs, aujourd'hui, vous avez les élites lituaniennes qui, une fois de plus encore, accueillent les Allemands comme leurs sauveurs de la Russie. Moi, c'est comme ça des choses de l'histoire. Comme on dit, l'histoire se répète à chaque fois. Ces gens-là vivaient tranquillement avec les Russes. Et ces gens-là ont été laissés libres de la Russie. Tout ce qu'on a demandé, c'est qu'ils ne soient pas la fenêtre ou le pont qui permettrait aux Occidentaux de venir espionner ou porter un coup à l'influence russe. C'est tout ce que la Russie ne voudrait pas. Et aujourd'hui, c'est tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais c'est eux les victimes. Du pays. Mais non, tout ça pour avancer et se retrouver en 2025, c'est une vraie révolution copernicienne, ça a été dit, pour des Allemands d'être stationnés de manière permanente hors de leurs frontières
Et la Lituanie, si on pouvait avoir une carte à l'écran, oui, on a une carte positionnement extrêmement. Voilà la belle carte. Voilà, à la régie pour sa réactivité, extrêmement. Vous voyez les Kaliningrad, Biélorussie, Russie. Donc Kaliningrad, c'est la Russie, on vous rappelle. Ouais, juste au-dessus. Voilà, effectivement. Est-ce que Lucas, pour les pays baltes, la présence de ces troupes allemandes est un gage de sécurité supplémentaire face à la menace russe, bien sûr? La présence permanente de troupes allemandes, bien sûr, la présence de troupes européennes au sens large. Il y a aussi des aviateurs français qui sillonnent les ciels des pays baltes dans le cadre de l'OTAN, et des troupes au sol aussi. Il y a si vous voulez, un centre de gravité de l'Europe qui s'est déplacé vers le nord et vers la mer Baltique et les pays baltes. Faut se souvenir que avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ces trois pays notamment, mais aussi la Finlande et la Norvège, surtout la Finlande qu'on voit sur la carte, disaient attention, les Russes vont vraiment envahir. Et que globalement, le sud de l'Europe, nous, on les prenait un peu pour des paniqués pessimistes en leur disant mais non, ça va pas se passer comme ça, vous inquiétez pas. Bon, tout ça là c'est de l'esbrouf. Ces gens-là sont au courant que la Russie allait vraiment attaquer parce qu'ils sont au courant de ce qui se passait réellement en Ukraine. C'est ça qu'il doit préciser. Si ces gens-là étaient au courant que la situation en Ukraine, les Russes n'allaient pas les laisser sans rien faire, c'est parce qu'ils sont au courant de ce que Zelensky et les gens qui l'ont mis au pouvoir ou les gens qui l'entourent faisaient en Ukraine. C'est pour cela qu'ils avaient la certitude que Poutine allait mettre fin à ça. Et combiné à d'autres choses que je vous ai raconté, les besoins économiques, les besoins démographiques de la Russie. Si les Européens ne mettaient pas un terme ou n'avaient pas continué à bafouer le traité de Minsk II, les Russes n'auraient peut-être pas intervenu. Et s'ils ne seraient pas intervenus en 2022, ils n'auraient plus eu l'occasion de le faire. Malheureusement, ils ont été stupides, ils ont provoqué l'intervention, ils l'ont rendu nécessaire. Et aujourd'hui, ils en récoltent les fruits. Mais vous avez vu vous-même, regardez-moi les frontières de où ça se passe. On vous rappelle que avant que ces gens-là l'OTAN commence à partir vers la Russie, Moscou, ça se trouve juste à quelques kilomètres de la Finlande, de la Lituanie, tout ça. Moscou est quelque part ici. Et avant que l'OTAN ne parte vers l'Est, l'OTAN était ici. En face de la Biélorussie, en face de l'Ukraine. Et donc vous voyez que l'OTAN était bien loin de frontières d'influence russe. Ils sont venus jusqu'à ici, ils ont voulu rentrer en Ukraine jusqu'à là, et après vouloir se plaindre que la Russie les chasse, ou que la Russie ne veut pas qu'ils étendent leur zone d'influence jusqu'à là. Je pense qu'ici, là, plutôt que des discours de se prendre la tête à essayer de comprendre pourquoi, je pense que ça c'est suffisant. Il suffit de voir sur la carte jusqu'où est parti l'OTAN. L'OTAN est aux portes de la Russie. Alors, en quoi tu peux t'étonner que les gens ne soient pas contents? Or, avant que l'OTAN ne fasse son expansion, il y avait comme une zone tampon, comme une frontière, comme le disait Nicolas Sarkozy, l'Ukraine doit être un tremplin entre l'Europe et la Russie. Donc, toute cette zone, la Finlande, l'Estonie, Lituanie, Biélorussie, quoi que ce soit, ça servait de zone tampon, ça servait d'intermédiaire entre la Russie et l'Europe de l'Ouest. Et donc, pour les Russes, en cas de choses que les Européens voudraient faire, ils auraient le temps d'être alertés parce que ça aurait dû traverser cette barrière formée par tous ces pays. Et pour les Russes, en cas de choses qu'ils voudraient faire vers l'Europe de l'Ouest, ils seraient protégés par le fait qu'il y a cette barrière de ces différents pays. Non, eux, ils ont voulu, aller s'installer au pied de la Russie et après, ils pleurent. Je ne vois pas comment ils peuvent pleurer. Et je pense que inutile d'aller plus loin dans l'explication de cette actualité, cette carte symbolise tout et on va arrêter ici. Le développement ou tout ce qu'on dit par rapport à cette vidéo, c'est là, tout est dit ici, tout est vu. Ces gens-là ont voulu aller au-delà de ce qui était nécessaire pour installer leur zone d'influence. Ils sont venus installer leur zone d'influence au pied de la Russie. C'est eux, en majorité, qui ont cherché ce problème. Et Poutine n'a pas commencé à les prévenir aujourd'hui. Il a commencé à les prévenir depuis 2007. Et vous faites 2007 jusqu'à 2022, ça fait 15 ans. Prochaine fois. Peace out.